Nous sommes le 7 octobre 2025 et donc ça fait exactement 2 ans que la guerre s'est intensifiée en Palestine. Et donc c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de vous faire une capsule qui est dédiée à cette guerre atroce, au génocide qui est en cours, aux différentes avancées qui ont eu lieu récemment. Comme vous l'avez vu, donc il y a les flottilles. Nous, quand on tourne aujourd'hui, on est le 3 octobre. Toutes les flottilles ont été interceptées. Il y a aussi de la nouveauté côté Trump qui propose un accord. On va vous reparler de tout ça. Mais avant, on va se refaire, aller rapidement, une petite rétrospective de ce qui se passe depuis 2 ans. Donc, pour rappel, la guerre en Palestine n'est pas une guerre nouvelle, hein. Ça fait près de 80 ans qu'on a une guerre coloniale qui dure avec un peuple palestinien qui a été régulièrement massacré, déporté, avec beaucoup de la population palestinienne qui est soit morte, soit dans d'autres pays que la Palestine. Depuis, il y a un système d'apartheid qui s'est installé, avec un régime qui continue à faire vivre de la brutalité intense au peuple palestinien. On se permet toujours de rappeler ça parce qu'il faut vraiment se rappeler que tout n'a pas commencé le 7 octobre 2023, évidemment. Des problèmes voilà, qui se sont succédés pendant des décennies et des décennies et des décennies, avec des moments plus chauds, des moments plus froids en termes, on va dire, d'intensité du conflit. Un État palestinien séparé en deux. D'un côté, la Cisjordanie, qui est de plus en plus grignotée, hein, parce qu'on parle beaucoup de Gaza actuellement, mais en fait, la situation en Cisjordanie est catastrophique également, avec des terres qui sont petit à petit grignotées par des colonies de peuplement israéliennes et malheureusement des exactions très fortes aussi qui ont lieu, avec une répression massive de la population civile palestinienne, y compris des enfants qui perdent la vie, etc., etc. Et à Gaza, côté frontière palestinienne, une enclave qui s'est réduite petit à petit d'année en année, qui aujourd'hui fait quelques kilomètres carrés, qui est l'une des plus grandes densités de population mondiale, hein, avec 2 millions de personnes qui y habitaient jusqu'à fin 2023, avec malheureusement un nombre de morts rapporté à la population de cet endroit qui est absolument terrifiant. Dans ce contexte, le 7 octobre 2023 a lieu une opération de plusieurs forces armées palestiniennes différentes, avec en grande partie des objectifs militaires et aussi des attaques contre des kibboutz et contre des populations civiles. On compte au total de cette attaque 1200 morts, dont 800 civils. La société israélienne est très secouée par ce fait. Immédiatement, ensuite, une réponse d'une brutalité énorme s'abat sur la bande de Gaza, qui était déjà, encore une fois, dans une situation absolument catastrophique, avec un blocus, des difficultés d'accès déjà à toutes les choses qui étaient nécessaires pour survivre, les soins, la nourriture, etc. etc. À ce moment-là, on voit le lendemain le ministre de la Défense israélienne de l'époque qui dit: ces gens sont des animaux humains et nous allons les traiter comme tels. Dès le 8 octobre, le projet génocidaire d'Israël est déjà annoncé. Et dans les suites, se passe ce que vous avez tous vu passer, c'est-à-dire des bombardements à répétition, des attaques ensuite terrestres à Gaza, avec des gens qui meurent à la fois des bombardements, des snipers, des affrontements directs, et également des gens qui meurent actuellement de faim, parce que le blocus total empêche notamment l'aide humanitaire, la nourriture d'arriver. Dans ce contexte-là, je ne vais pas vous refaire tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on re-regarde, nous, notamment en France, ce qui s'est passé à cette époque. Et là, je vais passer la parole à Chris qui m'accompagne pour cette vidéo. Dans les premiers mois qui ont suivi le début de la réponse israélienne d'une brutalité absolument inhumaine, je pense qu'il faut dire les mots à un moment, qui touche en grande partie des femmes, des enfants. On a beaucoup de mal à savoir combien il y a eu de morts ces 2 dernières années. On sait que c'est plusieurs dizaines de milliers, peut-être plusieurs centaines de milliers, rapportés à une population de 2 millions d'habitants. Je vous laisse calculer. C'est comme si en France, il y avait eu des millions et des millions et des millions de morts rapportés à la population. Et dans les premiers mois particulièrement, mais encore aujourd'hui, on a vu une réaction de la classe politique française, de la classe médiatique, qui a été vraiment une réaction à base de Israël a le droit de se défendre. Et là, je vais passer un peu la parole à Chris pour qu'il vous reparle un peu de cette période qui est quand même particulière, qui a quand même un peu changé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Chris, mais on est quand même dans une autre phase aujourd'hui, même si le positionnement politique de la France pour s'opposer notamment au génocide est évidemment largement insuffisant, voire même inexistant. On va en reparler. Mais il y a quand même eu un petit changement d'ambiance par rapport au mois d'octobre, novembre, décembre 2023, où il était quasiment impossible euh, de dire que ce qu'était en train de faire Israël à Gaza était absolument insoutenable et qu'il fallait le stopper au plus vite.
Ouais, ça fait 2 ans, ça passe vite, hein. Comme tu le dis, c'est intéressant parce que la réponse d'Israël au 7 octobre, qui est un acte de résistance, moi je qualifierais, hein, c'est pas moi qui le qualifie ainsi, hein, c'est qualifié comme ça, comme l'ONU, puisque quand on est dans une situation coloniale, l'Organisation des Nations Unies considère que les actes de guerre sont des actes de résistance à la colonisation. La Palestine est dans une situation coloniale et le peuple palestinien est dans une situation coloniale depuis 1947-48, depuis la résolution de l'ONU qui a, je le rappelle, décidé de l'établissement d'un État juif en Palestine et surtout donc de l'expulsion de dizaines de milliers de Palestiniens qui étaient là, ce qu'on a appelé la Nakba. Donc il faut reparler de ça, c'est, je vous le dis pour les gens qui ne se rendent pas compte, la Nakba, c'est vous avez vécu sur des terres depuis des années et du jour au lendemain, des gens viennent vous dire, armés de fusils, ici ça n'est plus chez vous, vous partez. Voilà ce qu'est la Nakba, voilà ce qu'est le projet d'expulsion des Palestiniens. Aujourd'hui, il reste encore des milliers de Palestiniens, tu l'as dit, des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont des réfugiés, qui sont beaucoup au Liban, un peu en Jordanie, en Égypte. Depuis, on n'a jamais trouvé des frontières. Israël décide qu'elle décide de ses frontières. Elle a décidé de ses frontières d'abord en 67, ensuite en 73, par plusieurs guerres. Et depuis 25 ans maintenant, elle décide de détruire progressivement à petit feu le peuple palestinien par ce qu'ils appellent la démographie, c'est-à-dire de coloniser, faire des colonies de peuplement petit à petit pour, une fois qu'il y a des juifs sur des terres de Palestine, considérer que, puisqu'il y a des juifs sur ces terres-là, ça appartient de fait à Israël et que l'armée israélienne, la police israélienne, les services administratifs israéliens puissent prendre possession de ces terres-là. Et c'est comme ça que le territoire cisjordanien a été grignoté et il restait un territoire unitaire tout petit, tout concentré, tu l'as bien dit Zoé, qui était la bande de Gaza, qui avait une autorité politique. Et le dernier point en date, en 2005-2006, après des élections, les élections qui ont donné la victoire au Hamas, on a refusé cette autorité politique. Donc ça a été la dernière vague de la destruction progressive du peuple palestinien, c'est de refuser son autorité politique et donc refuser toute possibilité d'installation étatique, et en les traitant de terroristes et en utilisant depuis 2005-2006 la force, la violence. Israël a lancé à plusieurs reprises des attaques armées, des bombardements sur la bande de Gaza, bien avant le 7 octobre. Elle a décidé de tuer des responsables du Hamas sans jugement, purement militairement, Sheikh Yassine, Al-Rantisi, on l'a déjà dit aussi, Khaled Meshal qui a subi beaucoup d'attentats, voilà, mais qui n'est pas mort. Voilà, donc c'est une politique de colonisation, de tuerie et d'assassinat ciblé permanent et d'harassement de la population palestinienne. Le 7 octobre, l'attaque déluge d'Al-Aqsa a été une forme de riposte ou d'attaque sur Israël. Et ensuite, comme tu l'as dit, Israël s'est défendue, soi-disant, alors qu'elle se défendait déjà bien depuis avant, et que les forces en présence sont largement inéquitables, en essayant vraiment d'en finir avec Gaza. Voilà, Gaza qui avait été évacué par Israël, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Israël prenait possession de Gaza et c'était Ariel Sharon à l'époque qui avait décidé de se retirer de la bande de Gaza pour concentrer en fait l'autorité palestinienne dans un tout petit territoire et grignoter la Cisjordanie. La Cisjordanie est terminée, Mahmoud Abbas n'a plus aucune autorité et donc Gaza est en train d'être terminée par, on peut le dire, un génocide. Voilà. La répression après le 7 octobre, elle a été très forte tout de suite. Pourquoi ? Parce que en fait, les gens savaient exactement ce qui allait se passer. À la hauteur de l'attaque du 7 octobre, tout le monde savait, les gens qui connaissent bien le sujet palestinien et qui connaissent bien les techniques au pouvoir de Netanyahou et de son pouvoir d'extrême droite, le Likoud et les partis d'extrême droite qui gouvernent avec lui, savaient très bien que ce serait une éradication totale de Gaza qui allait se perpétrer à la suite. Et c'est pour ça qu'il a fallu réprimer toute forme de possibilité d'émettre le moindre commentaire sur la nécessité de soutenir la bande de Gaza, d'empêcher Israël d'attaquer, d'empêcher Israël de riposter, parce que tout le monde savait qu'ils iraient au bout du bout, c'est-à-dire la destruction du peuple palestinien en territoire palestinien au Moyen-Orient. Et ça s'est vu, voilà. Il y a eu énormément de répression, des gens qui ont été réprimés pour très très peu pour avoir soutenu la résistance palestinienne, pas le 7 octobre, la résistance palestinienne en général à la colonisation et à la violence que fait subir Israël tous les jours et bien avant le 7 octobre, et la violence militaire, guerrière et génocidaire qu'elle a fait subir ensuite. Mais comme tu dis, 2 ans après, petit à petit, ça se retourne. On a vu le 22 septembre la reconnaissance de l'État palestinien par plusieurs pays européens, dont la France, parce que là, clairement, on est face à un génocide en 4K, comme on dit aujourd'hui, télévisé, documenté, et que personne de nos générations
ne pourra dire on ne savait pas. Il y a des générations qui ont su de manière minimale sur les génocides précédents, que ce soit au Rwanda ou encore plus lointain la Shoah. Là, aujourd'hui, les moyens médiatiques, l'intégration des réseaux sociaux, etc., fait que tout le monde savait depuis les premiers jours et ne voulait pas savoir, et maintenant c'est impossible à masquer. Et il faut soutenir absolument tous les gens qui continuent d'essayer de le montrer, de le faire arrêter coûte que coûte, parce qu'il ne restera bientôt plus rien des Palestiniens. C'est le plan de Netanyahou, de ne plus laisser 1 mètre carré aux Palestiniens, de faire le grand Israël, de reprendre l'intégralité du territoire de Palestine avant 1947 au profit de l'État sioniste. Et ça, il faut vraiment que ça s'arrête. C'est triste de voir qu'on reconnaît le peuple palestinien quand plus aucune de ces structures matérielles étatiques ne peut lui permettre d'exister. Donc là maintenant il faut cesser le feu et il faut mettre la pression sur nos gouvernements pour qu'un État de Palestine puisse naître et pour que Israël s'arrête, parce qu'il y a aussi quelque chose d'absolument affligeant, c'est à quel point le peuple israélien est atone. Il n'y a pas une manifestation contre ce génocide. Il y avait des manifestations anti-Netanyahou avant le 7 octobre. Le 7 octobre a permis à Netanyahou depuis 2 ans de se maintenir au pouvoir et malheureusement le génocide empêche la société israélienne de manifester et elle est totalement atone là-dessus. Donc les peuples européens, les peuples mondiaux doivent se soulever contre cette situation où un peuple est en train d'en asservir un de manière consentante, comme ce fut le cas à l'époque de l'Afrique du Sud par exemple, où on ne pouvait pas du tout compter sur les Afrikaners pour pouvoir mettre un terme à l'apartheid, quoi. Parfaitement, et il y a une vraie question, tu vois, il y a une vraie question que tu poses là, de nos places à nous, Européens d'Europe occidentale, dans cette histoire. Ça pose des vraies questions de notre positionnement international, mais aussi nos questions internes. Tu vois, tu parlais de répression tout à l'heure. Il y a la répression israélienne envers les Palestiniens sur place. Mais nous, en France, tu vois, on peut se souvenir par exemple du camarade Jean-Paul Delesco, secrétaire général de l'UDCGT Nord, condamné pour apologie du terrorisme. Il avait été condamné en avril 2024 pour un tract qui avait été publié en octobre pour avoir utilisé les termes de résistance palestinienne. Tu vois, c'est-à-dire que le simple fait d'utiliser le mot résistance, comme si quand on dit résistance, ça veut dire, voilà, la résistance a toujours été propre, tu vois. Tu sais. Et en fait, il faudrait que les peuples, face à des situations absolument atroces qui durent depuis des décennies, devraient, quand ils se soulèvent, tout faire proprement, ne jamais avoir aucun écart et tout. Nous, en plus, si tu veux, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on trouve ça génial que le 7 octobre, il y a des civils qui aient été tués dans les attaques. Bien sûr que non, tu vois. Et ça n'empêche pas de parler du terme de résistance. C'est le simple fait d'utiliser ce mot. Et tu vois à quel point c'était un vrai travail de propagande pour empêcher ce que tu dis, c'est-à-dire le nécessaire soulèvement des peuples du monde, et nous ici, des peuples d'Europe occidentale, pour se soulever contre ce génocide qui a lieu en direct sous nos yeux. Et voilà, donc soutien à tous les camarades. Il y a Anas Kazib qui doit être Ouais, jugé il n'y a Anas, pas ouais. longtemps. Je sais qu'il y a un camarade de LJR avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps qui est mis en examen aussi pour apologie du terrorisme. Ça Bah, sera on sait intéressant qu'on le fasse que venir peut-être sur On ne veut plus, parce qu'il sera jugé a priori en fin d'année ou début d'année prochaine. Enfin voilà, il y a une répression très 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 intense avec une impossibilité de dire les mots qui sont nécessaires à pouvoir comprendre ce qui se passe et à pouvoir agir. Et quand tu parles de nécessaire mobilisation, là on peut parler, on est le 3 octobre, aujourd'hui il y a un appel à la grève notamment en Italie pour se soulever contre le génocide en Palestine, à Gaza, de nos camarades italiens, notamment de camarades syndicalistes italiens qui ont déjà fait des grèves et des blocages la semaine dernière en ce sens. Et puis il y a eu là récemment les flottilles, donc des premières flottilles qui sont parties il y a quelques mois où il n'y avait qu'un seul bateau. L'objectif étant d'aller faire sauter le blocus humanitaire à Gaza en apportant par la mer des produits de première nécessité, des médicaments, de la nourriture, de l'alimentation, et bien sûr de mettre le focus sur ce qui est en train de se passer, que les gens n'oublient pas, qu'on passe pas à autre chose en fait. Et là, je vois que tu affiches à l'écran l'appel à la grève générale des camarades italiens de l'USB Sindicato. Mais voilà, ça c'est vraiment des choses. Et passer à la grève, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'on fait des manifs, etc. Ben là, il y a un niveau à passer supplémentaire dans l'action pour essayer de soutenir et surtout d'arrêter ce génocide qui est de faire grève. Et par exemple en Italie, comme ça a été fait en France, il y a des travailleurs au niveau des zones portuaires, etc., qui bloquent le départ de navires qui contiennent du matériel pour aller activement, des armes, etc., pour aller activement perpétrer le génocide. c'est vraiment important de justement de se dire de maintenir ça. Comme tu dis, c'est très compliqué, c'est long. Il y a des rassemblements tous les week-ends pour la Palestine. Ça fait
Il va y avoir près de 100 rassemblements maintenant, un peu plus, 103, 104 depuis la riposte de Israël. Force à tous les gens, je pense à l'AFPS, je pense à Agence Média Palestine, je pense à Urgence Palestine, etc., qui sont harcelés juridiquement, policièrement, etc., qui tiennent, ça fait 100 semaines qui tiennent justement pour dénoncer ce génocide. C'est très fatigant. Pour y participer souvent, c'est un peu des fois désespérant parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose, mais les rassemblements, les mouvements de masse, les blocages, c'est aussi la dignité d'une génération. Voilà. Il y a des générations qui se sont soulevées contre le Vietnam dans les années 60, à la fin des années 60. Ça n'a pas empêché la guerre contre le Vietnam. Les Américains se sont retirés parce qu'ils ont pris une branlée, mais ça a peut-être permis qu'ils n'insistent pas. Voilà, c'est-à-dire que les échecs militaires face à une génération qui ne veut plus, c'est important et vraiment, même si on a l'impression de ne pas peser, montrer que on voit et on ne veut pas de ça, c'est la dignité d'une génération qui, dans l'histoire, ne sera pas vain et posera des bases pour l'internationalisme et le progressisme. Donc, il faut tenir, il faut soutenir, il faut communiquer, parlez-en. Le minimum, c'est déjà de rappeler ce qui se passe, voilà, pour des gens qui n'en sont pas conscients aujourd'hui, qui sont à distance, qui ne connaissent pas ce sujet. Il y a aussi toute une propagande d'extrême droite qui, en plus de soutenir Israël, je rappelle, c'est très important, les derniers à ne pas vouloir reconnaître l'État palestinien dans la société politique française, par exemple, c'est le Rassemblement national. Donc il y a toute aussi une société d'extrême droite qui soit tend à nous faire croire que c'est loin de chez nous. Ça, c'est les plus lâches. On a eu ça, que c'est loin de chez nous et qu'on s'en fiche et qu'il y a plein de conflits et que presque ce serait antisémite de vouloir s'intéresser à celui-là plutôt qu'un autre. Alors, je rappelle que c'est un des plus vieux conflits qui traînent aujourd'hui, dont l'Occident est totalement responsable, puisque c'est la Société des Nations Unies qui a décidé de cette partition. Ce n'est pas un conflit territorial, indigène. C'est la société occidentale et les Nations Unies qui ont décidé de cette partition à l'issue d'une guerre menée entre les nations capitalistes européennes, entre l'Axe et l'Alliance, entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne nazie. Donc, c'est aujourd'hui le plus vieux conflit politique, guerrier, géopolitique dû à la Seconde Guerre mondiale. C'est la priorité des priorités de repenser cet événement. Cet événement traverse l'histoire européenne, elle traverse l'histoire mondiale, elle traverse l'histoire même de la colonisation. On a même eu des gens, tu as parlé de personnes qui ont voulu nous empêcher de penser la colonisation israélienne en faisant passer Israël comme de l'anticolonialisme. Enfin, je veux dire, on a eu ce genre de dinguerie sur des plateaux télé. Petit rappel, le slogan dans les années 40 de la colonie de peuplement nationaliste israélienne, c'était « un peuple sans terre pour une terre sans peuple ». Voilà ce qu'était cette ignominie, ce slogan. C'est-à-dire, un peuple sans terre, c'était déjà de reprendre la logique même nationaliste, antisémite des nations européennes, de faire croire que les Juifs étaient un peuple dans les peuples, voilà, et que en Palestine, c'était un territoire vide où il n'y avait pas déjà un peuple indigène palestinien. Donc tout ça est le fruit du nationalisme du 19e siècle, des guerres nationalistes du 20e siècle qui continuent et qui se perpétuent, et du colonialisme et de l'impérialisme. Donc les gens qui vous font croire, que ça n'est pas préoccupant pour l'histoire européenne, c'est le fond du fond des fondements et des fondations de l'histoire européenne. Et enfin, si aujourd'hui l'extrême droite, je finis là-dessus, est très silencieuse, voire quand elle braille, c'est pour soutenir Netanyahou, c'est parce qu'elle considère que c'est un levier pour elle d'avoir encore un État ethno-racial, ethnique, qui se permet d'avoir des lois de discrimination et d'apartheid en fonction de l'ethnie des gens et de leur religion. Je rappelle que bien avant les attaques du 7 octobre, Israël a fait passer une loi constitutionnelle qui sépare et qui hiérarchise les individus en fonction de leur ethnie. Donc ils ont fait ça en 2018 pour maintenir encore plus la solidité et la pureté d'un peuple juif prétendument différent, etc., qui ne doit pas se mélanger avec le peuple arabe. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire même du nationalisme, du colonialisme, du racialisme. Et c'est pour ça que Netanyahou est à la pointe, et on va dire la pointe avancée de tous les ethno-nationalistes. On le voit partout dans le monde, ça revient, crise oblige, et la pointe avancée de tous les ethno-nationalistes. C'est pour ça qu'il se permet tout, parce qu'il sait très bien qu'il y a des forces en présence qui veulent
veulent ça pour des pays européens. Et ça, il faut aussi se battre contre ça. C'est pas simplement de l'anticolonialisme et de l'internationalisme, c'est aussi profondément un combat progressisme pour l'unité du genre humain, pour sortir du racialisme, pour sortir du racisme, pour sortir du nationalisme, que de se battre contre l'État sioniste mené par Netanyahou. Carrément, et on voit encore plus, tu vois, comment l'instrumentalisation de l'antisémitisme de manière dégueulasse, tu vois, a été utilisée pour justement faire taire les voix qui s'élèvent pour demander la fin du génocide, etc. Ouais, c'est-à-dire que critiquer Israël, tu vois, ils essayent de nous faire rentrer dans le crâne que critiquer Israël, c'est de fait critiquer des juifs, qui est faux, bien sûr, qui est non seulement une manière, comme on disait, de faire taire les voix qui demandent la fin de ce génocide, ce qui est une priorité politique absolue, mais en plus, c'est une mise en danger gravissime des personnes juives C'est du ça. monde entier, et particulièrement de la France. C'est d'une gravité sans nom de faire l'amalgame entre le fait d'être juif et le fait de soutenir la politique actuelle d'Israël. Et, Et je pèse mes mots sur ça pour des raisons personnelles notamment. Ça me questionne beaucoup et je pense qu'il y a aussi une importance, tu vois, à parler, notamment en France, des associations juives notamment hein, qui militent contre le génocide. Je pense à l'Union juive française pour la paix, le JFP. Je pense à Tzedek aussi qui fait ce travail-là. Cédec, avec qui on a fait une émission 15 jours après le 7 octobre. Vous pouvez aller sur la Ouais, chaîne de position avec Paul Elec et les camarades de Cédec. Elle est toujours en ligne, vous ouais. pouvez aller la voir. Je pense qu'on s'est pas trop trompé, même à chaud. Donc voilà. Donc voilà, et pour aller dans ton sens, tu vois, quand tu dis que c'est un combat profondément antiraciste, tu vois, là j'ai envie de relayer notamment un rassemblement parce que comme on disait, heureusement, bon bref, la situation est tellement horrible qu'on a du mal à se réjouir de quoi que ce soit, mais c'est vrai que le vent est en train de tourner. On a fait une capsule sur la reconnaissance de l'État palestinien par Macron là récemment, qui arrive beaucoup trop tard, qui n'est pas du tout suffisante, etc. On voit aussi quand même des changements. Alors moi, pour vous dire, ce matin, dans ma boîte mail, j'ai reçu un communiqué du Collège national des généralistes enseignants, donc c'est l'instance de la médecine générale universitaire, qui se positionne pour la fin du génocide et qui demande la protection de tous les soignants dans tous les conflits qu'ils soient, et notamment à Gaza, et qui dénonce le ciblage spécifique des soignants par l'armée israélienne dans la guerre coloniale menée par Israël et dans le génocide mené par Israël. Ça, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est un truc de ouf. C'est un vrai signe des temps que même des instances comme ça, qui se positionnent assez peu politiquement, en arrivent à se positionner sur ces choses-là. C'est des signes. Et dans le monde soignant, ça bouge aussi parce que cette guerre est atroce dans plein d'aspects, mais c'est un conflit où il y a un taux d'enfants tués monstrueux. C'est aussi le conflit où il y a le plus de journalistes tués de ces dernières décennies et le plus de soignants tués de ces dernières décennies. Les personnels soignants sont spécifiquement ciblés. Journaliste dont Monsieur Enthoven avait dit que c'était des terroristes déguisés en Oui, journalistes, hein, je le oui, rappelle, hein, pour vous dire le nombre d'ignominies qu'on a entendues. ouais. Hein, Le voilà. mec est né avant la honte, hein, Hum, vraiment. hum. Et je vous rappelle, on avait fait une vidéo en tout début 2025 sur le docteur Abou Safiya, qui était directeur de l'hôpital de Rafah, au nord de Gaza, qui avait été enlevé pour être transféré vers un centre de torture israélien, où on savait que les soignants étaient spécifiquement ciblés, encore une fois. Et quelques mois plus tôt, avant que le docteur Abou Safiya soit enlevé, ils avaient enlevé d'autres personnes, notamment un chirurgien orthopédique dont on savait qu'il était mort sous la torture, violé à mort par l'armée israélienne. Je suis désolée de vous dire ces détails aussi atroces, mais il faut qu'on se rappelle de quoi on est en train de parler actuellement. Les équipes soignantes qui sont parties à Gaza et qui reviennent racontent des situations absolument atroces où on ampute des enfants sans anesthésie par manque d'accès aux médicaments, etc. Enfants qui se retrouvent être le seul survivant avec toute sa famille morte sous des décombres. Enfin, on parle de situations qui sont juste inimaginables. Et je voulais relayer un appel d'un collectif qui s'appelle l'Assemblée pour des soins antiracistes et populaires. C'est un collectif qui s'est formé fin 2023 pour s'opposer à la loi raciste qui avait été proposée, la loi Asile et Immigration, où il y avait notamment une remise en cause de l'accès aux soins des personnes non françaises, des personnes en situation irrégulière en France. Et c'est un collectif qui, plus largement, va travailler sur les questions de racisme dans le soin, qui font vraiment du beau boulot et je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font. Ils appellent, avec d'autres organisations, à un rassemblement de soignants contre le génocide à Gaza. Ça aura lieu devant l'hôpital Tenon à Paris le samedi 11 octobre à 14 heures. Moi, j'aurais beaucoup aimé y aller, mais malheureusement, je ne peux pas aller à Paris ce jour-là. Mais voilà, si vous avez envie, que vous soyez soignant ou pas d'ailleurs, hein, si vous avez envie voilà, de vous joindre à la mobilisation de ces soignants, de ces professionnels de santé, mais aussi de ces usagers du système de soins et puis de n'importe quel voilà, citoyen qui a envie de faire lever sa voix, ben, vous pouvez y aller samedi 11 octobre devant l'hôpital Tenon à 14 heures.
Est-ce que, mon Christ, tu as envie de dire quand même un petit mot? Bon, la flottille, on en a un peu parlé. Là, nous, au moment où on vous parle, ils viennent d'être arrêtés. On n'a pas encore de nouvelles des personnes qui se trouvaient sur cette flottille. On sait qu'il y a eu des flottilles un peu spontanées, civiles, qui sont parties de Turquie juste Ouais, après. on les voit là. Ouais, qu'on voit à l'image, qui ont été interceptées a priori aussi. Alors, on n'a pas de nouvelles de tous. Voilà, vous les Force voyez. à tous les peuples. C'est international. Hein, ça, c'est très beau ce qui se passe. Là, c'est turc, mais dans la flottille qui viennent d'être arrêtée avant, on avait des centaines, enfin des dizaines et des dizaines de nationalités. Donc, vraiment, il faut rien lâcher. Et chaque rassemblement, chaque manifestation, chaque petit blocage, chaque bateau est un acte de résistance. On parlait tout à l'heure, c'est la dignité d'une génération. Moi, je reviens juste sur ce que tu as dit sur l'antisémitisme et son instrumentalisation. C'est aussi quelque chose qui est très très grave. Comme tu l'as dit, mettre les Israéliens et les Juifs dans le même panier, c'est la politique de Netanyahou. C'est lui qui prend en otage les Juifs dans le monde. Chaque fois que vous demandez des comptes à des gens juifs qui ne sont pas israéliens, ce qui se passe en Israël, que ce soit pour les féliciter ou pour vous attaquer à eux, vous êtes un antisémite. Et ça, l'antisémitisme et vous l'êtes vous-même. Voilà. Vous mettez en danger les personnes juives de ce pays gravement. Voilà. En plus d'être des soutiens d'un génocide. Voilà. Les juifs dans le monde, en France, partout, ne sont pas responsables de ce que font les gens de nationalité israélienne. Il faut séparer ces deux choses-là. C'est au cœur même, cette confusion entre juifs et israéliens du projet ethno-racial de Netanyahou. Netanyahou a besoin de l'antisémitisme pour son agenda raciste. Voilà. Et donc, il faut vraiment éviter de tomber dans ces pièges-là et de montrer aussi qu'il y a plein de camarades, de frères en humanité qui sont juifs, qu'ils soient religieux ou non, qui sont effarés, qui sont sous le choc du génocide qui est en train de se passer et ils n'ont jamais voix au chapitre, donc force à eux. Je l'ai dit tout à l'heure, le peuple israélien est atone, il y a quand même quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui tentent des choses directement en Israël. Vous imaginez la répression que nous ici on subit quand on fait des manifestations. Imaginez ce que c'est de vouloir résister et de vouloir dire stop au génocide quand on est directement en Israël. C'est une répression faramineuse, donc force à ceux qui essayent, mais malheureusement ils sont trop peu nombreux et trop peu significatifs, donc il faut absolument que à l'extérieur où c'est un peu plus facile, eh bien on encourage, voilà. Bien sûr, et Chris, moi je voulais pour finir là te faire parler quand même un peu de l'actualité là de ce début octobre 2025, parce qu'il y a Trump qui vient d'annoncer qu'il proposait un accord en fait. Qui se proposait en sorte de médiation d'accord. Alors, je vais te faire parler sur le truc parce que j'ai pas assez suivi. La seule chose que j'ai vue, c'est que Netanyahou a d'emblée dit ouais, banco, on prend. Le Peacemaster. Voilà, j'ai un petit doute sur le fait que ça soit en faveur de la situation des Palestiniens. Mais vas-y, je te laisse nous expliquer un peu. Ouais, il y a un plan en plusieurs points qui a été proposé au Hamas par Trump, qui est le grand artisan de la paix mondiale. Je ne savais pas si tu savais ça. Chaque jour, évidemment. C'est déjà rien que ne croyez pas que Trump va faire la paix quelque part. Et je voulais vous dire, si vous croyez que le problème c'est Trump, vous pourrez le doigt dans l'œil. C'est l'Amérique le problème. Voilà. Il n'y aura jamais de paix avec cet impérialisme américain. Que ce soit Biden, que ce soit X ou Y, ne croyez surtout pas que Trump est le problème de la manifestation guerrière, coloniale et impérialiste américaine. Biden a trempé jusqu'à la moelle dans le soutien à Netanyahou et d'une violence absolue. Oui, excuse-moi. Et tu vois, dans ce que tu dis, juste, tu sais, pendant la dernière présidentielle américaine entre Trump et Kamala Harris, tu sais, t'avais plein de gens qui étaient hyper surpris que Kamala Harris ait une position sioniste de zinzin, tu sais. C'est que vous connaissez mal les démocrates, en fait. C'est même les pires. C'est même les pires. Même Bernie Sanders, que certains trouvent... Enfin, vraiment... Bref, vas-y, excuse-moi, je te laisse continuer. Mais moi, à chaque fois, ça me surprend à quel point les gens ne comprennent pas la place des États-Unis dans cette guerre, en fait. La place des États-Unis dans cette guerre, dans le soutien à Israël, dans son armement, dans ses connexions économiques et industrielles. Enfin bon, c'est vraiment très très important. Moi, je vais aller être un peu positif, voire magnanime. C'est des générations, on se rend pas compte à quel point ils sont vieux. Sanders, Biden, c'est des générations qui sont nées avant la Seconde Guerre mondiale et du drame, enfin plus que le drame, il n'y a pas de mot pour le décrire, de la Shoah. Donc je peux comprendre que ces générations-là voient Israël comme une solution. Voilà.
je m'en tape, voilà. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là et les nouvelles générations doivent comprendre qu'on est aujourd'hui non plus face à un État qui essaye de sauver un peuple ou qui tente de sauver un peuple, même si c'était déjà faux à l'époque, hein, on a parlé de la Nakba. Aujourd'hui, c'est un État qui est en train de détruire un peuple de A à Z. Et cette génération qui se lève un peu partout dans le monde, moi, elle me donne de la force. Donc, pour revenir à ça, les vieux blancs de plus de 70 ans, Trump, impérialiste américain, qui est un nord-américain, c'est pour faire plaisir à notre camarade Jean-Luc, il ne faut pas dire américain parce que ça met aussi les sud-américains dans le lot, donc on va dire États-Unien, nord-américain. chef. États-unien, voilà. Donc le plan, c'est justement de reprendre la bande de Gaza, de désarmer complètement le Hamas, les points principaux, etc. Donc le Hamas doit complètement se désarmer, libérer tous les otages. Il n'y a pas de proposition inverse en Israël, qui détient énormément d'otages, beaucoup plus d'enfants, enfin dans des conditions, on pense au leader Marwan Barghouti qui est dans une position extrêmement de faiblesse absolue. Zoé est médecin, je pense qu'elle n'a pas besoin de l'ausculter, il suffit de voir les photos de Marwan Barghouti pour savoir qu'il ne va pas bien. C'est pas la grosse forme. Donc démantèlement du Hamas, désarmement du Hamas, avec en échange effectivement un cessez-le-feu, et occupation de la bande de Gaza par les États-Unis pour un retrait. Sous la direction de Tony Blair, il paraît qu'il s'est voilà, proposé. Moi, je peux bien gérer. Pour un retrait progressif, soi-disant, des Israéliens. Ça, c'est la partie la plus floue des Israéliens de la bande de Gaza. Voilà. Donc, on est en train de fabriquer, en fait, le plan de l'occupation, tu sais, de l'Allemagne de l'Ouest, voilà, avec un retrait des Israéliens comme à l'époque c'était les Allemands. À la fin, je sais pas si tu te rappelles, mais à la fin, les Allemands sont revenus dans le territoire, tu vois, donc c'est ce qui s'est passé progressivement. Donc voilà, tout ça c'est très flou. A priori, il y a deux positions au sein du Hamas. Une position, on ne sait pas trop, hein, parce que c'est souvent traduit par les médias occidentaux, donc c'est à prendre avec des pincettes. Il y aurait une position d'acceptation inconditionnelle de cet accord, parce qu'ils veulent le cessez-le-feu tout de suite, et une autre branche qui serait pour l'acceptation mais conditionnelle, de rajouter des conditions. Et ce qui pose le plus de problèmes, c'est effectivement le désarmement du Hamas, parce que c'est aujourd'hui la seule autorité dans la région. Donc voilà où on en est. On est en tout cas soit dans la colonisation israélienne totale, c'est ce qui va se passer s'il n'y a pas de plan, soit dans la colonisation, enfin moi c'est ce que je vais dire, dans la colonisation, on va dire par association, par l'impérialisme américain de la bande de Gaza. Je ne crois pas, et surtout pas avec Trump, surtout pas avec Tony Blair, que tout ça ira vers la renaissance d'un État palestinien autonome, ne serait-ce même que sur la bande de Gaza. Voilà. On continue la destruction, soit d'une manière très violente, soit d'une manière diplomatique, du peuple palestinien en Palestine et au Moyen-Orient plus généralement. Merci Chris. Bah écoutez, nous on va mettre bientôt fin. Je me permets parce que on a oublié de le mentionner, mais quand même cette année 2025 a vu la libération de notre camarade Georges Ibrahim Abdallah. Donc on peut quand même se réjouir. Et cette libération, c'était le plus vieux prisonnier de France. Hein. Ça faisait des années qu'il était libérable et que l'État français, la justice française refusait. Et c'est probablement quand même la mobilisation des camarades qui a permis de peser. C'est certainement même la mobilisation. Il n'y a pas de. Voilà. Ouais. Voilà, il n'y a pas de doute. Et donc, en fait, déjà, c'est une réjouissance de voir le camarade Georges Ibrahim Abdallah enfin libre, avoir pu retourner au Liban, son pays d'origine, retrouver ses proches, etc. Bon, plus de 40 ans de détention. Sa mère est morte pendant qu'il était en prison. Enfin, bon, c'est ce qu'il s'est fait voler des dizaines d'années de sa vie. Donc, c'est de toute façon terrible. Mais je ne peux que vous conseiller d'écouter les deux vidéos qu'on a faites à ce sujet. Une vidéo où on invite Saïd Bouamama de l'URC, l'Union pour la construction communiste, où il nous parle. Georges Ibrahim Abdallah est président d'honneur de l'URC et Saïd nous parle des enjeux de comment la guerre en Palestine, le génocide que subissent actuellement les Palestiniens est en fait, il montre vraiment toute la dimension internationale, capitaliste, etc. qu'il y a derrière. L'entretien est vraiment passionnant, je vous le conseille. Et une deuxième vidéo qui a été faite par Padu, parce que des camarades de l'URC ont traduit la première interview de Georges Ibrahim Abdallah à sa libération, où on sent vraiment, c'est toujours impressionnant de voir la force de certains camarades. Ah ouais, c'est vraiment, on peut que vous conseiller d'aller voir ces deux vidéos qui sont assez incroyables. Et puis ça nous permet vraiment de se rappeler que la lutte, ça sert pas à rien. La lutte, ça permet d'obtenir des trucs. Et là, face à l'horreur qu'on vit, la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à lutter, continuer de se mobiliser, ne jamais lâcher, se mettre en collectif parce que seul, on pourra rien.
Est-ce que tu as envie de dire un petit mot de la Ouais, fin? je veux juste dire, souvent les gens ils dooment, etc. Mais regardez la vidéo de Georges Ibrahim, sa dignité, et vous allez voir qu'il a toujours tenu. Et à chaque fois qu'il a été reçu, qu'il a reçu des gens en prison, il a toujours été fort, souriant. Le dooming n'existe pas pour les résistants. Parce que Ouais. c'est déjà un abandon. Donc, le dooming est un confort. Ne doomez pas. Regardez comment les gens qui résistent ne dooment jamais parce que c'est la mort qui est au bout. Donc, et ça peut m'arriver hein, d'être, voilà, de croire que c'est pas possible, etc. Mais regardez ce que sont les résistants dans l'histoire. Georges Ibrahim en est un maître. Et vous verrez, ça n'existe pas chez eux parce que ce n'est pas en tenant qu'on fait la lutte, c'est en luttant qu'on tient. Voilà. C'est magnifique. Bon. Sur ce, les amis, il ne nous reste qu'à envoyer toute notre force au peuple palestinien, toute notre force aux camarades qui se mobilisent partout dans le monde, les grèves, les flottilles, les rassemblements, le boycott, bref, tous les moyens qu'on a pour essayer de peser là-dedans. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez aller lire le dernier numéro de la revue Position Revue. Vous pouvez nous soutenir les projets de l'assaut sur notre Tipeee. Vous pouvez vous abonner à la chaîne On ne veut plus qui va suivre les luttes concrètes. Et comme je vous le dis, j'ai envie, dans tous les gens qu'on a envie d'inviter, moi j'aimerais bien inviter notamment, je pense à des camarades qui sont actuellement mis en examen pour leur soutien à la Palestine. Vous pouvez donner dans la caisse On ne veut plus. Le Tipeee est encore ouvert pour quelques jours si vous souhaitez participer à ce projet en particulier. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Insta. Et sur ce, on vous dit, ne lâchez rien. La lutte est belle, on gagnera un jour, mais faut rien lâcher. À plus tout le monde. Force à tous, salut. Alors, à tous. Salut.